Donc il dit « If you want your kid back, you got to cooperate, right ?» Right. Et là, John, il répond « Wrong » et lui tire une balle en plein front. Bonjour à tous, vous écoutez ou vous regardez sur YouTube Calmos, le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je suis accompagné de mon camarade David Honora. Salut Hugo, comment ça va ? Ça va, j'ai hâte de te raconter le film dont on va parler aujourd'hui. J'ai hâte aussi que tu me le racontes. Un film que je n'ai pas vu parce que c'est le concept du podcast. Exactement, que je vais rappeler rapidement dans chaque épisode. L'un de nous deux raconte un film à l'autre, un film que l'autre n'a pas vu, ce qui est bien sûr un prétexte pour parler de cinéma en général, de s'amuser dans la jovialité et la camaraderie. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te raconter un film que tu n'as pas vu. Ouais. Et donc ce film, c'est Commando de Mark Lester avec Arnold Schwarzenegger. C'est ça. Donc si je te dis Commando, qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que Alors, franchement, je connais quasiment rien sur ce film, notamment parce que je pense que je l'ai longtemps assimilé à Predator. J'ai vu Predator. D'accord. Et en gros, Commando, pour moi, est dans l'ombre, une sorte d'ersatz du truc. Je sais pas si ça ressemble ou pas, parce que dans Predator, c'est un commando dans la jungle. Sauf que bon, il y a un extraterrestre, mais je crois qu'il n'y a pas d'extraterrestre. Donc, mes a priori sur Commando, c'est un gros film d'action musclé avec un commando et pas d'extraterrestre. Voilà. Alors, t'as pas tout bon, mais on précisera. Et aussi, je l'associe un peu à Rambo aussi. Ça peut être proche. Et d'ailleurs, c'est pas très loin dans le temps de Rambo. C'est un film des années 80, en tout cas. C'est vraiment l'époque où c'était les deux gros bras qui se tiraient la bourre. Il y avait Stallone d'un côté, Schwarzenegger de l'autre. Et puis il y avait Bruce Willis qui était une version alternative, moins musclée au milieu. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est un film qui a été écrit par Steven de Souza qui a scénarisé Piège de cristal. Ouais. C'est un peu le premier vrai actionneur de Schwarzenegger. C'est le film qu'il a fait tout de suite après Terminator. Et Terminator, c'est le film qu'il a un peu révélé. Enfin, il y a eu Conan avant, mais c'est vraiment le vrai premier actionneur bourrin. Oui, et puis dans Terminator, c'est l'antagoniste, alors que j'imagine que là, c'est le héros. Et moi, j'ai découvert ce film récemment aussi parce que je me suis fait une rétrospective de tous les films de Schwarzenegger en 2017 précisément. Mais toi, tu fonctionnes souvent comme ça. Tu as un côté complétiste, tu parles d'un truc et tu fais vraiment tout. Ça me permet d'évacuer le complexe du choix du film, souvent. Et attends, t'as fait vraiment 100% Schwarzy ? Ouais. Donc, il y a des trucs, et il y a des trucs, genre, je sais pas, un documentaire sur le culturisme ou des choses comme ça. Ouais, bah, c'est le premier film dans lequel on l'a vu, qui s'appelle Pumping Iron, ou Arnold le Magnifique en français. Qui est super d'ailleurs. Et en fait, à la fin, je me suis amusé à faire un petit top des films de la filmographie de Schwarzenegger et j'avais classé Commando en 7e position sur 32. Moi qui suis pas spécialement féru d'actionneur comme ça, ce film m'a vraiment convaincu pour des raisons que peut-être on découvrira au fil de cet épisode. Est-ce que dans le top 6, donc ceux qui sont au-dessus, est-ce qu'il y a Terminator 2, True Lies ? Ouais, j'avais mis Total Recall en 1. Ah oui, Total Recall. Ah ouais, ok. Predator et Last Action Hero. Donc voilà, un film écrit par Steven de Souza dont on a parlé, donc qui a fait Piège de cristal, mais aussi La famille Pierre à feu. Et Street Fighter le film, qu'il a réalisé aussi. Avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, donc un mec Deux films que je n'ai pas vu. T'as pas vu Street Fighter le film ? Non. Il va falloir que je te le raconte. Et le film est réalisé par Mark Lester. Est-ce que ça te dit quelque chose, Mark Lester ? Rien du tout. Moi, ça me disait rien non plus. Et en fait, il a fait plein de films pas très connus. À l'époque, il avait fait Classe 1984. Un film d'anticipation dans un lycée, je crois, avec Michael J. Fox à l'époque. Et il avait fait Firestarter aussi, qui a été une adaptation de Stephen King avec Drew Barrymore. Pas vu non plus. Donc petit CV, et ça s'est pas beaucoup amélioré par la suite. Commando, c'est un peu son hit. Son chef-d'œuvre. Voilà, donc le contexte est établi. Est-ce que tu es prêt à ce que je te raconte le film Commando ? Bah oui, c'est parti. Allez, je suis très chaud. Ça démarre. Je me mets en tenue de combat. Pas du tout. On est dans une rue de la banlieue de Los Angeles. D'accord. Et on voit passer... Dans les années 80. Dans les années 80, évidemment, puisqu'on est en 85, rappelons-le. Ok. Et on voit passer un camion d'éboueurs dans la rue. C'est le petit matin. Donc potentiellement, ils font leur métier. Ça réveille un couple dans une maison, dans le quartier. On connaît pas les acteurs. Potentiellement, ils vont pas rester longtemps à l'écran. Le mec se demande ce qu'on entend et la femme répond, bah, on dirait les éboueurs. Et lui, il se dit, bah, un mardi. On est sur un féru
de planning de la mairie et tout. En tout cas, il n'a pas déposé les poubelles à l'entrée. Alors que le mardi, on sort la poubelle jaune, généralement. Bah exactement. Enfin, je sais pas si on triait à l'époque, mais en tout cas, il n'a pas sorti des poubelles. Et donc, elle a dit, bah, ils ont peut-être changé de jour. Donc, petite conversation, voilà, comme ça. On est bien dans le bain. Voilà. Donc, le mec, il se lève en vitesse, il sort sa poubelle, machin, il va vers le camion et il dit aux gens, ah bah, j'ai eu peur que vous me ratiez. Et là, les deux éboueurs, ils ont ils ont pas l'air commodes. Il y a un mec qui a un bandana sur le visage. Ouais. Et ils lui répondent, t'inquiète pas, on va pas te rater. Et ils sortent des flingues et ils le mitraillent de manière ultra vénère. Il se prend 1 milliard de Est-ce qu'il y a un petit effet de ralenti ou non? Je ne sais pas. En tout cas, il le tue, le mec est au sol et il le retue après. Vraiment, il veut être sûr qu'il soit mort. Plusieurs fois tué, quoi. Et l'un des deux éboueurs, dont celui qui avait le bandana, il découvre son visage. On reconnaît Bill Duke, qui est un grand noir d'1m93 très baraqué qu'on a vu dans Predator par la suite, qui jouait le sergent Mac. Ouais. Ils ont l'air contents de ce qu'ils ont fait et on cut sur une autre scène où Bill Duke est en costard. Okay. Il est chez un concessionnaire automobile. Il a besoin d'une voiture visiblement puisque le vendeur lui fait l'article de tous ses produits et notamment une magnifique Cadillac. Donc il l'invite à monter dedans, de tester le moteur pour voir le bruit que ça fait. Il lui détaille toutes les fonctions de la voiture. Et là, Bill Duke lui dit vous savez ce que je préfère? Il dit non. Il dit le prix. Et là, il fonce dans le concessionnaire automobile à l'intérieur du local et il fonce dans la baie vitrée et il part avec la voiture. Ok. Et là, on a un plan sur le vendeur qui est en sang et qui est bien mort aussi. Waouh. Donc deuxième meurtre en 2 minutes. Voilà. Putain, c'est efficace là. Donc là, c'est des méchants quand même. Ça va aller très très vite. J'ai identifié Bill Duke, il a l'air méchant. C'est potentiellement, ils ont des têtes plutôt patibulaires ces deux gars qu'on a vus. À moins qu'il y ait un plan pour le bien de l'humanité qui consiste à tuer les gens qui sortent leurs poubelles. Mais ça, c'est un film à la Dupieux en fait. On veut se débarrasser des gens qui trient pas les déchets. Ouais. Troisième séquence, on est dans un petit port avec des chalutiers amarrés, donc potentiellement encore à Los Angeles. Et là, sur un ponton, on voit débarquer un troisième mec qu'on n'a pas encore vu. Okay. Assez costaud, il a un bonnet. Il a un peu la tête de Florian Philippot, mais avec une moustache. Je sais pas si tu peux imaginer. Okay. Une moustache un peu Village People, quoi. Donc il a un style vraiment très particulier. On va continuer à le voir dans le film? On va peut-être... Enfin, je te spoil pas. Et il monte dans le chalutier, où il y a déjà 2 autres mecs. Il dit bonjour, c'est potentiellement des marins. Et sur le quai, on voit les 2 éboueurs de tout à l'heure qui observent de loin le moustachu. D'accord. Et là, le moustachu, il les repère. Et il y a un échange de regards. Et en fait, on se rend compte qu'il est assez content de les voir. Ok. Il leur fait pas coucou, mais il leur fait un petit eye contact. Et il démarre son bateau. Et voilà, on ne sait pas où il va. Et là, Bill Duke, il sort une grosse télécommande qui était hors champ, on ne l'avait pas vue. Il déploie une super longue antenne. Il appuie sur un bouton. Et là, le chalutier explose. Oh. Voilà. Et une super musique dynamique bien 80s démarre, une musique de James Horner. Wow. Et on va complètement changer de décor. C'était un peu le prologue. D'accord. Et ce changement de décor, c'est un plan sur un paysage montagneux. On est au printemps, je pense. Il n'y a pas de neige, mais il y a plein d'arbres. Voilà, c'est sympa. Et là, on va avoir une succession de gros plans assez rapides qui vont nous présenter un nouveau personnage. D'accord. On a d'abord un plan sur des chaussures de montagne qui marchent de manière assez dynamique sur des cailloux. On a un gros plan sur une tronçonneuse avec un mini travelling un peu sensuel sur la tronçonneuse. Ouais, ok. Un gros plan sur un énorme biceps, ultra congestionné, tout transpirant, voilà, qui vient de travailler potentiellement. Est-ce que ça serait pas Arnold Schwarzenegger qu'on est en train de nous présenter? Je sais pas. En tout cas, on a vu qu'un biceps, on sait pas. Un biceps qui peut être celui d'Arnold, effectivement. Un nouveau plan sur les chaussures, puis un plan sur l'autre biceps qui est contracté. Wow. Et on voit qu'il y a un objet derrière. On sait pas trop ce que c'est encore, comme ça. On est sur un très gros plan. Et là, effectivement, la grosse gueule de Schwarzenegger en plan serré, qui marche de manière impassible. Wow. Il a sa coupe de cheveux signature de toute sa carrière. C'est la première fois qu'il avait la brosse Schwarzenegger. Ok. Et on a un plan large et on voit qu'il est en train de transporter un tronc d'arbre entier sur son épaule. Voilà, il marche dans la montagne avec ce tronc d'arbre. J'ai appris dans le bonus DVD que c'était pas un vrai tronc d'arbre, que Schwarzenegger est pas suffisamment fort pour porter un tronc d'arbre. Et d'ailleurs, dans ce bonus
documentaire, le réalisateur Mark Lester dit que pour cette scène, il s'est inspiré des films de Leni Riefenstahl. Ah, d'accord. Et il dit dans le bonus, il dit c'était des films nazis, mais ils étaient très bien réalisés. Donc je m'en suis inspiré. Est-ce que tu as déjà vu du Leni Riefenstahl? Non. Et toi? Non plus. Donc qui a fait Le Triomphe de la volonté, notamment, qui est un film à la gloire du régime. Non, j'ai pas vu ça, mais apparemment ça ressemble à Commando un peu. Donc, en tout cas, là, si tu veux idéaliser un profil masculin germanique d'ailleurs, autrichien, voilà, ça peut être pas mal. Ouais. Mais la scène est assez efficace. En tout cas, on voit que c'est un mec costaud, quoi. Ok. Et Arnold, du coup, il se dirige vers un petit chalet qui est isolé en haut de la montagne, et il commence à couper du bois avec une hache devant son chalet. Ok. Et pendant qu'il coupe son bois, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'approche de lui, à pas de loup. On voit juste son ombre sur les cailloux. Donc on voit pas la personne, mais... le filou, il va tenter un truc. Voilà. Mais Schwarzenegger, il a un sixième sens. Il a senti le danger arriver. Il se redresse un peu comme ça. Et là, il regarde dans le reflet de la lame de sa hache pour voir qui approche. Et là, on a un mini twist. Il se retourne et en fait, il fait un énorme sourire parce que la personne, c'est une ado d'une 12aine d'années. Et c'est sa fille, voilà, il la prend dans ses bras, elle dit « Papa, arrête, machin ». Et le générique démarre. Et il y a un changement de musique. On avait un peu une musique un peu tendue jusque-là. Et là, c'est une musique romantique. Vraiment, la vie est belle. Et pendant ce générique, on a une succession de scènes de vie mignonnes entre un papa poule et sa fille. Par exemple, ils sont en train de bouffer des glaces à une terrasse et elle lui fait le coup de « Tu veux sentir le parfum de ma glace ?» Et en fait, elle lui fout dans le nez et là, ils se mettent à éclater. C'est génial parce que c'est vraiment... Je visualise très bien l'ambiance feel-good des films d'action des années 80. Ouais, c'est complètement ça. Il y a un côté très fake, mais c'est sympa. On se sent bien dedans. Mais avec Schwarzenegger, ce qui est assez rare en fait quand même dans les films de Schwarzenegger, où il est dans un moment de félicité en famille. Et donc, ils donnent des cours de kung-fu à sa fille. Ils nourrissent un chevreuil ensemble dans la forêt. Elle a quel âge à peu près? Ado? Une 12aine d'années. Ah non, pré-ado, quoi. Enfin... Ouais, ado. Ouais. Et d'ailleurs, cet ado, on apprend dans le générique que c'est Alyssa Milano. Je sais pas si tu savais. Ça t'évoque quelque chose, ce nom, évidemment. C'est, j'allais dire Marie à tout prix, non. C'est Madame est servie. Madame est servie. Elle a commencé à jouer dans cette série l'année d'avant. Donc elle s'est fait repérer comme ça. Ouais. Et ça, c'est son deuxième rôle au cinéma, après un autre film qui s'appelle Tendres années, en 84. Ok. Et on la verra plus tard dans la série Charmed. Voilà, c'est une actrice qui a surtout tourné dans des séries. À la télé, ouais. Mais c'est ça. Donc voilà, ça c'était le générique, scène de vie en famille. Fin du générique, toujours une scène de vie en famille. On est avec Arnold et Alyssa qui sont à table sur la terrasse du petit chalet. Super vue d'ailleurs de la montagne. Ils mangent des sandwichs. Ils ont un petit small talk. Arnold est en train de lire un magazine. Il lit un article sur Boy George. Et il dit à Alyssa, on devrait plutôt l'appeler Girl George, ce serait plus simple. Et elle lui dit, t'es tellement vieux jeu, arrête. Sans qu'ils s'entendent bien. Donc Arnold, il a son imaginaire. Il y a un petit clash des générations. Ouais. Et là, d'un seul coup, Arnold s'immobilise. Il a senti un truc, comme tout à l'heure. Quand il coupait du bois. Carrément, il a senti une odeur. Il y a un truc. Je ne sais pas si c'est l'odeur, le bruit. Il y a un sixième sens, en tout cas. Ok. Il se lève et il regarde à l'horizon. Et effectivement, il y a un hélicoptère qui s'approche. Wow. Ah oui, moi, il l'a peut-être entendu. En fait. Moi, je l'aurais entendu moi-même, je pense. Mais il était loin quand même. Enfin, et là, effectivement, on commence à entendre le bruit et on le voit. Et Alyssa reconnaît un hélicoptère de l'armée. Ouais. Et elle est un peu déçue. Elle dit à son père, t'as dit que tu repartirais plus, que c'était fini tout ça. Et lui dit, je vais nulle part. Il n'a pas du tout prévu que cet hélicoptère arriverait. Ouais. Bref, l'hélico atterrit devant le chalet. Il y a deux mecs en treillis qui descendent et un mec en tenue d'officier, assez âgé, une 60aine d'années. Il a un petit badge avec son nom écrit dessus, c'est Kirby. Ok. Il fait l'accolade à Schwarzenegger, il l'appelle par son prénom, c'est John. Et il connaît aussi sa fille qui s'appelle Jenny. Ok. Donc voilà, tout le monde est nommé, ça c'est pratique. Et Kirby, il apprend à John que tous ces hommes sont en train de se faire tuer un par un. Je cite, malgré leur nouvelle identité. Ah, ok, donc ceux qu'on a vus au début, ouais. Ça devait être ça. C'était pas un vrai concessionnaire, en tout cas c'était une planque. Et John, il demande qui ça peut être, et Kirby lui répond qu'il a des ennemis dans le monde entier. Il dit ça peut être les Syriens, les Sud-Américains, les Russes, ou un groupe terroriste. En fait, ça peut être le monde entier. Ouais. Et manifestement, ils vont finir par le retrouver lui aussi. Donc Kirby, il s'est dit que ce serait pas mal de lui affecter 2 hommes pour surveiller son chalet. John demande, ils sont bons?
tes gars. Et lui dit très bon, mais pas autant que toi. Ouais. Donc ça situe le personnage. Il se défend tout seul, il n'a pas besoin. En tout cas, Kirby, il repart dans son hélico, voilà. D'accord, donc en fait là c'est plutôt cool, il est juste venu le prévenir que les ennuis arrivent, quoi. Ouais, mais Jenny elle est un peu inquiète, donc Arnold il dit non mais t'inquiète pas, je vais rester là, il n'y a aucun souci. Et là encore une fois, il sent un truc. Il y a quelqu'un qui est dans les fourrés potentiellement, et effectivement il a juste le temps de se plaquer au sol avec Jenny, et des mecs dans les fourrés commencent à tirer à la mitrailleuse. Wow. Et ils butent les deux gardes qui viennent juste d'arriver. Ah, et voilà. Donc John, vite, il se terre dans son chalet avec Jenny. Il dit à sa fille de se cacher dans sa chambre. Je reviens tout de suite. Et lui, il court vers une sorte de cabanon au fond de sa cour. Et à l'intérieur du cabanon, il y a un sous-cabanon protégé par un digicode. Yes. Il ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sous-cabanon? Des armes à foison. Exactement. Il y a tout un arsenal avec des armes dans tous les sens. Lui, il reste raisonnable. Il prend juste un petit lance-roquette. Non, pas de lance-roquette. Il prend un petit revolver, il se le met dans sa poche, et quand même un gros gun, un gros fusil à pompe. Okay. Voilà. Deux armes, peut-être ça peut suffire pour régler la situation. Pendant ce temps, Jenny, elle s'est cachée sous le lit, et depuis sa cachette, elle voit un mec avec des bottes qui arrive et qui s'approche du lit, qui s'immobilise juste devant elle. Cut. On ne sait pas ce qui se passe. Okay. Pendant ce temps, John, il revient au chalet. Et là, il y a un mec qui l'attend sur une chaise. C'est l'un des deux éboueurs de tout à l'heure. Ouais. Il a l'air de connaître John parce qu'il l'appelle colonel. Okay. Donc c'est pas mal parce qu'on a un peu les infos qui arrivent au compte-gouttes de manière assez bien disséminée. C'est assez fluide pour le moment. Et il lui apprend que sa fille a été enlevée. Donc ça y est, c'est fait. Que pour l'instant, elle va bien, mais que s'il veut la récupérer, il va falloir coopérer. Attends, mais il s'est super mal organisé, John. Il est allé dans la cabane à outils en laissant sa fille. Bah ouais, et boum. T'aurais fait quoi à sa place? Bah, moi, je me serais fait abattre. Il n'y aurait pas eu de problème. Clair, ouais. Donc, il dit, if you want your kid back, you got to cooperate, right? Right. Et là, John, il répond, wrong, et lui tire une balle en plein front. Donc, on sent que John n'est pas trop enclin à négocier. Ok. Et rapidement, il voit que deux voitures sont en train de repartir sur la route en contrebas. On rappelle qu'ils sont en haut d'une montagne. Et donc, il file vers son 4x4 pour aller à leur poursuite. Mais il voit que son coffre avant est entrouvert et évidemment, sa voiture a été sabotée. Donc, John, il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais il prend une décision. Juste ce que tu as appelé le coffre avant, c'est le capot? C'est le capot? C'est comme ça qu'on dit? C'est un capot. Je veux dire, là où il y a le moteur, quoi. Ouais. Okay. C'est pas un coffre? Non, mais c'est bien. Vas-y, continuons. Oui, pardon. Non, c'est bien, j'aime bien. Pendant l'épisode, il y aura des termes techniques que j'aurais pas, notamment sur les armes et tout. Bon, bref, sa voiture est sabotée. Il y a des gens qui sont en train d'enlever sa fille. Qu'est-ce qu'il peut faire? À ton avis, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Bah, déjà, il a sûrement un quad qui traîne. Ou un autre. Non, il a pas un deltaplane. Non, il a rien en fait. Il a pas juste d'autre. Son 4x4 en panne. Alors sinon, il part en courant, en coupant à travers la montagne, parce que dans la montagne, souvent, c'est des routes qui zigzaguent. Et en fait, si t'es un gros taré et que tu cours à travers la pente, il fait mieux que ça. Son 4x4 est en panne, mais il roule. Donc, il pousse son 4x4 dans la pente et il monte dans son 4x4. Ouais, et il arrive à récupérer la route des méchants et à leur couper la route avec son 4x4 en panne, quoi. Ok. Il se retrouve en combat en corps à corps avec eux. Malheureusement, il y a deux voitures, ils sont nombreux dans chaque voiture et donc ils arrivent à l'immobiliser. Donc, il est fort, mais pas tant que ça. Ok. Donc, il est à terre, il y a un mec qui le tient au sol. Et là, on voit arriver en contre-plongée le Florian Philippot moustachu de tout à l'heure. Ah, qui n'a pas sauté dans le chalutier, du coup. Non. Il est habillé tout en cuir, avec une cotte de maille. Donc, il est looké. Et il va garder cet outfit pendant toute la durée du film, d'ailleurs. C'est génial. Bien. John lui dit, Bennett, je croyais que t'étais mort. Ok. Et Bennett lui répond, depuis que tu m'as expulsé de ton unité, j'ai attendu de pouvoir me venger. Et tu sais quel jour on est? Matrix. Et là, on apprend que c'est le nom de famille d'Arnold, enfin de John. C'est John Matrix. Putain, c'est génial comme nom. Et Bennett lui dit, c'est le jour de la vengeance. Ok. Et oui, c'est Matrix. Et d'ailleurs, le premier titre envisagé pour le film était Matrix. Donc ça aurait été marrant. Marrant, ouais. Ouais, mais ça date de bien avant Matrix. Donc, Matrix, ça serait pas appelé Matrix, quoi. Ouais, c'est fou, hein, tout l'effet papillon de truc.
Et là, Bennett, il sort un flingue et il tire sur John. Ok. Sauf que ça fait pas un bruit de balle, ça fait un sort de... En fait, c'est une fléchette. Ah. Et John s'endort. Ouais, de dos. Petit point sur l'acteur qui joue Bennett, c'est Vernon Wells. C'est un Australien qui jouait le méchant dans Mad Max 2 en 81. D'accord, ah oui, ok. Et c'est à peu près son seul rôle avant le film. Puis il a repris le rôle du méchant de Mad Max dans Weird Science, quelques années plus tard. Ok. Ouais, potentiellement, il porte des côtes de maille dans le privé aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, ce point est fait. John Matrix, il se réveille, allongé sur une table. Bennett est là. Il est accompagné de tous ses hommes et d'un nouveau mec qui a un accent espagnol. Ce gars demande à John s'il se souvient de lui. Et John répond... Bien sûr que je me souviens de vous, je me souviens surtout de tous les gens que vous avez torturés et tués. Et là, on apprend, dans un dialogue un petit peu explicatif, mais utile, que ce mec, c'est le général Arius. C'est un ancien dictateur d'un pays qui s'appelle le Valverde, qui est en Amérique du Sud, et qui a été destitué à cause de John Matrix. D'accord. Ce général Arius, il veut reprendre le pouvoir, et pour ça, il veut que Matrix aille tuer le nouveau président. Tout simplement. Ok. Et on apprend par ce même général Arius que le faux meurtre du capitaine Bennett qu'on a vu au début, c'était un leurre pour inciter le général Kirby à aller voir Matrix. Et révéler donc, sa position. Voilà, les aider à retrouver sa trace. Malin Arius. Et donc il rappelle à John que sa fille est en otage. Elle a son baillon. Son baillon, voilà, j'avais pas le terme non plus. On apprend des mots au fur et à mesure. Donc voilà, à un moment donné, Matrix, il dit « fuck you » parce qu'il veut pas coopérer, mais bon, elle a le couteau sous la gorge, donc il peut pas faire grand-chose. Cut, pendant ce temps, Kirby est au chalet de Matrix, il est revenu. Il est avec plein d'hommes. Ils sont en train de ramasser les 3 morts, si on a bien suivi. Donc 2 militaires et un méchant. Et un des mecs demande à Kirby, est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres? Et Kirby répond, si Matrix est vivant, ça ne fait que commencer. Tu m'étonnes. Donc encore une fois, le personnage est construit petit à petit par les autres. Donc Matrix, lui, il est emmené à l'aéroport par Bennett, qui le dépose avec 2 mecs, Enriquez et Sully. Donc Sully, il est chargé de l'emmener jusqu'au décollage, et Enriquez, il est chargé de l'escorter pendant le voyage en avion. C'est un mec du Valverde. Ok. Et avant que Bennett reparte, Matrix lui demande combien il a pris pour cette mission. Et Bennett lui répond, on m'a proposé $100 000, mais quand ils m'ont dit que c'était pour toi, j'ai dit que je le ferais gratos. Donc il est tout fier. Il y a de la bonne punchline. Voilà, il est tout fier de sa punchline. Il va pour remonter dans sa voiture. Et là, juste avant qu'il parte, Matrix, il le rattrape par le col. Et il lui dit une phrase. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est Schwarzenegger qui parle, hein, rappelons. Un truc en référence au fait que c'est gratuit, enfin que c'est pas... Non, c'est une référence à autre chose. Ah, I'll be back. Ouais, il lui dit I'll be back, Bennett. C'est le début de la longue série des I'll be back dans la filmo de Schwarzenegger. Pas mal. Donc John est à l'enregistrement avec Enriquez et Sully. Sully lui file son billet d'avion, donc là il va abandonner John à Enriquez. Et pour le narguer, il lui met un petit billet dans la poche en lui disant « Paie-toi une bière de ma part au Valverde, ça nous fera plus de temps avec ta fille. » Ok. Avec un petit sourire un peu dégueulasse. D'accord. Gros méchant d'Hollywood. Ouais. Donc John, il essaie de rester impassible. Il se contente de répondre « T'es un marrant, toi, je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai en dernier. » Putain. Donc voilà, petit moment de flottement. John embarque avec Enriquez. Ils s'asseyent à leur place. Les portes se ferment. L'avion va pas tarder à décoller. Et donc là, fatalement, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Parce qu'il va faire quelque chose, évidemment. Oh là là. Je sais pas, je tue tout le monde. C'est comme ça a l'air d'être dans mes possibilités. Non, il tue pas des innocents. Oui, c'est vrai que c'est pas des... Alors attends, parce que c'est quel type d'avion? Ah, c'est un avion c'est un avion de ligne. Tu vois, je visualisais pas du tout ça. J'imaginais les avions, tu sais, les sortes de cargo où ils étaient tout seuls. Ah oui, non. Non, on est vraiment en public, il y a des hôtesses de l'air. Non, bah oui, je commanderais un petit jus de tomate. Franchement, on n'est pas loin du tout, parce que John, il demande à une hôtesse une couverture et un oreiller. Voilà. Un petit dodo. Et donc, il attend que l'hôtesse soit un peu éloignée. Et là, il assomme Enriquez avec un grand coup de coude, et puis il lui casse la nuque, il le tue, quoi, finalement, discrètement. Et puis, il lui met la couverture, il lui met l'oreiller, Enriquez. Ouais. Et il couvre son visage avec son chapeau, parce qu'Enriquez, il avait un chapeau depuis le début.
Bon, ça résout pas ses problèmes pour autant, en fait. Donc, il y a l'hôtesse qui repasse par là, il lui demande combien de temps dure le vol. Elle dit 11 heures, qui est pas mal quand même. Bon, c'est loin, le Val-Verde. Et au passage, il peut pas s'empêcher de glisser une petite punchline. Il dit, surtout, réveillez pas mon ami, il est mort de fatigue. Voilà. Dead tired, c'est bon, en anglais. C'est bon. L'avion démarre. Il commence à rouler sur la piste. Ça commence à être chaud pour John. Il doit absolument partir de l'avion. Mais voilà, il est censé rester à sa place parce que quand un avion démarre, on est attaché et tout. Ouais. Donc il fait semblant d'être malade, mais au lieu d'aller aux toilettes, évidemment, il va au fond de l'avion. Il trouve un accès à la soute à bagages. Je sais pas si c'est legit. Mais... En tout cas, dans les films, il y a toujours un accès à la soute à bagages. Ouais. En tout cas, il arrive à trouver une sortie. L'avion est carrément en train de décoller. Là, il est à dizaines de mètres de hauteur. Il saute. Il tombe dans un marécage. Il n'a rien de cassé. Donc voilà, il est sorti de cette situation. Il savait qu'il y avait le marécage en plus. Je sais pas s'il savait, mais peut-être qu'il a un peu visé le marécage. Ouais. Là, il prend sa montre, il le met en mode chronomètre et il lance un compte à rebours de 11 heures. Puisque manifestement, il a 11 heures pour régler la situation. Personne sera au courant tant que l'avion n'a pas atterri et qu'il ne découvre pas que le mec est mort. C'est ça. Donc on est dans un film à compte à rebours. Hein. Super. Il a 11 heures pour régler la situation. Enfin, pour retrouver sa fille avant qu'elle se fasse tuer. Donc, il repart en courant en direction de l'aéroport. À l'aéroport, il y a toujours Sully qui est en train d'appeler le général Arius pour le prévenir que Matrix est parti. Ouais. Il raccroche et là, à la cabine d'à côté, il repère une jolie hôtesse en train de téléphoner, elle aussi. D'accord. Il y a d'autres cabines. Et comme c'est un énorme relou, il commence à la draguer avant même qu'elle ait fini son coup de fil. Et pendant ce temps, John, il arrive à l'aéroport et il voit ça au loin. Donc, elle a fini son coup de fil. Elle lui met un râteau, évidemment. Et Sully, il continue à suivre l'hôtesse. Dans l'aéroport, puis jusqu'au parking. D'accord. Oula. Et donc John, il continue à suivre derrière. Elle arrive à sa voiture, qui est une décapotable rouge. Okay. Et là, Sully, il tente une deuxième approche, toujours aussi lourdingue. Elle le remballe une deuxième fois. Et là, il fait un regard super méchant. Il la traite de sale pute. Ah ouais, oula. Et il se barre. Ok. Mais bon, il y a quand même un petit moment de flottement. Elle n'est pas sereine. Ça fait flipper. Et là, il y a une main qui se pose sur son épaule. Et c'est John. Ok. Et là, il la rassure, il lui dit « Je ne vais pas vous faire de mal ». Il lui demande de monter dans sa voiture. Et lui, il arrache le siège passager, il se met à sa place. Parce qu'il n'a pas la place pour son énorme corps. Il serait évidemment visible. Et elle n'est pas contente de ça? Bah non, mais il y a un énorme mec de 200 kilos qui te menace à moitié. C'est pas très sympa. Non, c'est pas ça. Et donc, surtout qu'elle vient de se faire agresser par un autre gars. Ouais, et de toute façon, au grand mot, les grands remèdes, quoi. Ok. Et donc, il commence à poursuivre Sully. C'est une poursuite assez lente. Mais attends, qui conduit? C'est l'hôtesse de l'air qui conduit la voiture. Elle est conductrice. Et lui, John, il est au siège passager. Il est accroupi, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est une décapotable. Peut-être qu'il veut pas que Sully... oui, c'est une décapotable. Ouais. Il veut pas que Sully regarde dans son rétro et voit sa grosse tête. D'accord, mais surtout, elle conduit... En fait, elle est tout de suite rentrée dans le délire de... Ouais, on va pourchasser le gars qui vient de me traiter de pute. Ouais, mais avec un gars que je connais pas. Peut-être que dans un film, c'est pas vraisemblable, mais je pense que dans la vraie vie, t'as un état de... Non, mais après, chacun ses choix. Ouais, mais t'aurais pas fait ce choix de vie. Toi, tu te vois bien pourchasser un gars qui... Bah franchement, je pense que si j'ai une voiture et Schwarzenegger me dit suivez cette voiture, peut-être que j'obéis, ouais. Ok. Mais cela dit, elle a quand même pas mal d'aplomb. On verra par la suite qu'elle va pas tant se laisser faire que ça. Oui, moi je pense que là, on vient d'introduire un personnage féminin dans ce film d'action. Exactement. Et d'ailleurs, elle veut comprendre ce qui se passe. Sur le chemin, elle demande mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Et John répond un type en qui j'avais confiance veut ma mort. D'accord. Et elle répond je comprends, moi je vous connais depuis 5 minutes, j'ai aussi envie que vous soyez mort. Et donc effectivement, on sent qu'elle va avoir la punchline facile aussi. Ok, tout ça est très légitime. Voilà. Et donc il commence quand même à discuter un peu en mode passif-agressif. Elle se présente, elle s'appelle Cindy. Yes. Et donc effectivement, quand un personnage donne son prénom dans un film, c'est qu'il est voué à rester dans le film. Un petit point casting, l'actrice c'est Rae Dawn-Chong, qu'on a vu la même année dans La Couleur pourpre. Okay. Et qui avait joué dans La Guerre du Feu aussi, 3 ans plus tôt. Et qui a un peu disparu des radars depuis, ce qui est dommage parce qu'elle est assez marrante. J'aime bien cette actrice. Donc John se présente, il s'appelle John. Et elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il dit « Je suis colonel à la retraite ». Elle lui répond « Ah bah d'accord, en plus c'est mes impôts qui paient votre pension ».
Et voilà, donc petit dialogue sympa. Ouais. Sully, lui, il se gare dans le parking d'un centre commercial et il en sort avec une valise dans la main. Cindy et John le suivent de près. Il se gare aussi dans le centre commercial. Et John explique la situation à Cindy. Sa fille s'est fait kidnapper. Sa seule chance de le retrouver, c'est Sully. Donc son plan, c'est que Cindy aille trouver Sully, qu'elle lui dise qu'elle est folle amoureuse de lui et qu'elle l'attire vers lui. Donc au moment où il lui fait cette mise au point, ils sont derrière un poteau en plein la galerie marchande, donc c'est quand même pas super discret comme truc, mais bon, il dit « je m'occuperai du reste ». Okay. Donc Cindy, bon, elle a toujours pas emballé, mais elle dit ok parce qu'elle a pas le choix. Hein. Enfin, elle peut pas. Enfin, elle a pas les moyens de partir en courant. Et Sully, il est en train de rentrer dans un resto-bar à l'intérieur du centre commercial, toujours avec sa valise. Et donc Cindy le suit. John regarde sa montre. Il lui reste 9h40. À l'intérieur du resto, Sully, il rencontre un gars qui a des faux passeports pour lui. Donc il y a un petit échange, valise, faux passeport. Et Cindy, au lieu d'aller vers lui, elle voit un flic. Et elle lui dit que dehors, il y a un fou furieux qui l'a kidnappé. Okay. Donc finalement, c'était peut-être ça son plan. C'était dès que je trouve un flic, je fais quelque chose. Je comprends mieux la psychologie de Cindy qui me paraissait un peu bizarre au départ. Mais ok, donc là, tout est legit. Et John se fait très vite encercler par tous les policiers du centre commercial. Okay. Nouvelle question, qu'est-ce que tu ferais à sa place ? En fait, parce que moi, à sa place, je ne fais rien. Tu te laisses embarquer, ouais. Mais ta fille va mourir, hein, je te rappelle. Putain, c'est vrai. T'as 9 heures devant toi pour régler la situation. Moi, je suis mort au chalet. Mais il faut se leur péter la gueule, en fait, tout simplement. Exactement. Ils commencent à péter la gueule de tous les flics. Et un par un, voilà, pour le coup, aucun complexe, voilà. Pendant ce temps, Sully, il est en train de sortir du bar et évidemment, il voit le barouf qui est en train de faire John. On a une scène un peu confuse où tous les flics se ruent vers John, ils continuent à leur péter la gueule. Pendant ce temps, il y a le mec des faux passeports qui tire à tout va dans le centre commercial et qui se fait tuer. Sully se met aussi à tirer, mais lui, il vise John, sauf qu'il atteint un flic et il tue un flic. Wow. Il y a un flic qui menace John de le tirer dessus, mais là, il y a Cindy qui est derrière et qui le pousse dans les escaliers. Okay. Il doit avoir une petite sympathie pour lui, finalement. Okay. En tout cas, elle veut pas qu'il meure. D'accord. Ce qui est louable. Mais là, pareil, c'est bizarre parce qu'elle lui a envoyé les flics sur le dos il y a 2 minutes. Ouais, mais elle veut pas de mort, elle veut pas qu'il meure, quoi. Okay. Parce que peut-être la petite conversation qu'ils ont eue, je sais pas, ça crée du lien, je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle a des comportements un petit peu erratiques depuis le début du film. T'es pas hyper cohérent. T'es pas au bout de tes peines, je pense. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette scène, c'est que c'est un énorme bordel, ce qui permet à Sully de s'enfuir vers le parking et John de le poursuivre. Okay. Donc Sully reprend sa voiture, John il récupère celle de Cindy. Ouais. Et évidemment, elle a laissé ses clés sur le contact, qui est normal. Les 2 voitures sortent du parking. On se rend compte que la nuit est tombée pendant tout ce bordel. Cindy, elle est en train de sortir du centre commercial en courant et elle voit sa voiture avec John dedans. Elle arrive à l'intercepter et à l'obliger à la faire monter dans la voiture. Voilà. Donc là, on a une course-poursuite un peu plus musclée que tout à l'heure, donc ça roule vite. Et pendant tout le trajet, elle engueule Schwarzenegger, elle dit « mais c'est quoi ce bordel ?» et tout. Et en fait, la course-poursuite est pas géniale, mais elle est un peu dramatisée par Cindy qui réagit super fort à tous les virages, à tous les feux grillés et tout. Ça marche bien, ça. Donc c'est assez marrant. La poursuite continue hors de la ville, sur les hauteurs de Los Angeles. Et à ce moment-là, John, il arrive à foncer dans la voiture de Sully et le faire dévier de sa trajectoire et lui faire un tonneau. Il perd aussi le contrôle de la voiture de Cindy et la voiture vient s'écraser contre un poteau. Okay. Heureusement, ils n'ont aucune égratignure, ils sont juste un peu secoués. John, il sort Sully de la voiture, il fouille ses vêtements et il trouve une clé de chambre de motel sur lui. Okay. Et il le porte dans ses bras, il l'emmène au-dessus du précipice, parce qu'on est dans les hauteurs de Los Angeles. Il le tient par un pied au-dessus du vide, comme ça, et lui demande où est sa fille. Et Sully répond que il sait pas, c'est Cook qui a l'info, un camarade à lui, mais il lui dit me tue pas, t'as besoin de moi pour t'emmener. Et John, il monte la clé du motel et il sait que Cook est là, évidemment. Et donc il a pas besoin de lui. Ouais. Seulement, il se souvient d'un truc, il a dit « J'ai dit que je te tuerais en dernier. Wow. » Et Sully dit « Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai la tête en bas et tout. » Et là, John, il répond par une réplique qui est devenue culte.
Qu'est-ce qu'il dit? Je connais pas. Il dit « I lied ». Et il lâche le pied de ce lit et il tombe dans le précipice. Voilà. Film à punchline, hein, toujours. Super. T'aimes bien ce genre de film? Ouais, ça, je me régale. D'ailleurs, c'est à partir de ce film que Schwarzenegger a pris goût à caler des petites phrases comme ça. Il s'est rendu compte que l'humour, ça crée un truc qui faisait un peu sa personnalité. Et justement, en parlant de petites phrases, transition, j'avais envie de mentionner le fait que Schwarzenegger a écrit une autobiographie en 2012 qui s'appelle My Unbelievably True Life Story. Et dans le dernier chapitre de ce livre, c'est une sorte de recueil de petites phrases. D'accord. Mais plus en mode développement personnel. En fait, c'est des phrases inspirantes, des préceptes de vie que te donne Arnold. Ça s'appelle les règles d'Arnold. Il y en a 10. 10 ? Okay. Ouais. Les 10 Arnold Rules. Est-ce que tu te les appliques à toi-même? Bah, je viens de les découvrir, donc voilà. Mais plutôt que de te dire quelles sont ces règles de vie, parce que ce podcast est aussi un podcast de développement personnel. Oui, c'est vrai. Je vais te lire ces phrases et te le faire sous forme de jeu. Ok. Je vais te lire des phrases en général et il faut me dire si tu penses que c'est une règle d'Arnold ou si elle appartient à un autre auteur. Ok. Et les autres auteurs potentiels, c'est des gens connus, enfin, où ça... Il y a de tout. Ouais. Donc je démarre avec la première phrase. Ne laisse jamais ta fierté te couper la route. Je vais tenter. Non, c'est pas Arnold. C'est cette première. Si, c'est Arnold. Okay. C'est sa règle numéro 1. Voilà. Alors dans le bouquin, il détaille avec des petites anecdotes qui montrent que ces préceptes l'ont aidé dans sa vie. D'accord. La deuxième que je te propose, c'est ne réfléchis pas trop. Est-ce que c'est de l'Arnold ou pas? Non, c'est un mec cérébral, Arnold. Il réfléchit. Bah, si. C'est la règle numéro 2. Don't overthink. N'aie pas peur de l'échec. Aie peur de ne pas essayer. Si c'est ça sa troisième règle, franchement, il me saoule. Bah, c'est hyper bateau, quoi. Non, c'est pas... Bah, je dirais non. Si c'est lui, j'achète pas le livre. C'est pas lui, mais c'est Michael Jordan, quand même. Ah, ok. Ouais. Prends toujours le chemin le plus court. Est-ce que c'est tellement bateau, en fait, n'importe qui peut dire ça, quoi. Ouais, c'est Arnold, on va dire. C'est Marc Aurèle, le philosophe. Super. Ouais. Autre phrase, ça, du coup, tout le monde ne l'applique pas, je pense, c'est « Ne reproche rien à tes parents ». Ah, donc là, on est sur un truc plus spécifique. Ouais, ça peut être Arnold. C'est une règle d'Arnold, où il explique que son père était pas super sympa avec lui, mais que ça l'a aidé à se forger un caractère, et il ne serait pas lui si ses parents n'étaient pas qui ils étaient. Certes. L'humour outrancier peut servir à régler ses comptes. Bah ouais, c'est assez raccord avec ce qu'on a dit depuis le début. Exactement, c'est une règle d'Arnold. Est-ce que tu l'appliques dans ta vie quotidienne? Tu règles des comptes? Régler ses comptes, déjà je règle pas trop des comptes. Oui, c'est vrai, contrairement à Arnold. Ouais. Il a beaucoup de comptes à régler, c'est ça le problème. Ouais. Mais oui, j'aime bien l'humour. Outrancier, qui plus est. C'est outrageous le mot. J'ai traduit par outrancier, mais c'est pas... Ok. Si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. Non, ça c'est plus Michael Jordan. Non, il n'est pas comme ça, Arnold. En fait, c'est le titre d'un livre de développement personnel d'un certain Grant Cardone. Voilà. Je serais curieux de lire ça parce que ça me paraît assez outrancier pour le coup. Mais bon. Non, bah il y a justement les grands champions, typiquement Michael Jordan, des gens qui sont accros à la compétition, c'est leur philosophie. Ils veulent pas être au milieu, ouais. Il n'y a pas de plan B. Ça, c'est genre Jean Covici ou c'est les... Oui, c'est vrai aussi. C'est un des écologistes. C'est Arnold. Et Yankovici a récupéré ce proverbe d'Arnold, effectivement. Okay. Il ne faut pas avoir de filet de sécurité dans la vie. Tu fais le plan A ou rien. Il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Oh là là, c'est bateau. Oui, si, ça peut être Arnold. Non, c'est Jacques Chirac qui a dit ça. Grand penseur aussi. Ouais. Tu ne peux que gagner quand tu n'as rien à perdre. Ça, c'est pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit Arnold. Mais ouais. C'est pas Arnold, c'est Booba. D'accord. Une chanson qui s'appelle Magnifique. Ok. Plus tard, il sera trop tard. Ça, c'est vrai. C'est un peu comme prends toujours le chemin le plus court, quoi. C'est un peu genre, faut faire les trucs. Bah, du coup, soit il se répète, soit c'est pas Arnold. Mais je dirais quand même que c'est Arnold. Non, le chemin le plus court, c'était Marc Aurèle. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas Arnold, c'est Jacques Prévert. Ok. Voilà. Il y a 24 heures dans une journée. Ça a l'air con, mais c'est profond aussi. C'est que il faut les utiliser. Ouais, ça c'est Beyoncé qui a dit ça. Pas loin, c'est Arnold Schwarzenegger qui a dit ça.
Reste affamé. Non, c'est pas Arnold. Enfin, je sais pas. Si, c'est Arnold. D'ailleurs, c'est un de ses préceptes phares, c'est Stay Hungry. D'ailleurs, c'est le titre du deuxième film dans lequel il a joué, de Bob Rafelson, avec Jeff Bridges et Sally Field. D'accord. C'est intéressant comme film d'ailleurs. Il joue à un culturiste. C'est un film un peu d'auteur, ce qui était étonnant pour Schwarzenegger. Ok. Tu ne peux bien commander que si tu as bien obéi. Ah, ça, c'est un truc un peu militaire, quoi. Donc, c'est peut-être son personnage dans... Bah non, en plus, son personnage c'est dans les règles Commando. d'Arnold. Hein. Ouais. Après, peut-être que j'ai mis des personnages d'Arnold dans le jeu. Ouais, mais il a pu dire ça. Ouais. Non, c'est Aristote. Ok. Il me reste 2. Ne pense pas, ressens. Ouais, ça, c'est full Arnold. C'est pas Arnold, mais c'est un collègue à lui, c'est Bruce Lee qui a dit ça. D'accord. Et enfin, last but not least, pour changer, il faut de grosses couilles. Ouais, ça peut être Arnold. Ouais, c'est Arnold, ouais, c'est sa règle numéro 8. Voilà. Je te renvoie vers son bouquin si tu veux en savoir plus. Bouleversé par tant de préceptes. Il faut que ça mature un petit peu, peut-être au bout d'une semaine, ça va commencer à infuser. Ouais, je vais repenser à une phrase en particulier, je vais me dire, putain, il avait raison. Donc on va pouvoir revenir tranquillement au film. On en était à la fin de la course-poursuite avec Sully. Ouais. Donc pour résumer, John, il a quelques heures pour retrouver sa fille, avant que Bennett et le général Arus se rendent compte qu'il n'a pas pris l'avion pour aller tuer le président. Mm-hmm. John, il a tué les 2 hommes qui l'escortaient. Il a récupéré la clé de la chambre d'un motel où se trouve potentiellement un certain Cook qui sait peut-être qui sait peut-être qui sait sûrement où a été emmenée Jenny. Okay. Donc il est en route vers ce fameux motel, donc dans la voiture de Sully, toujours accompagné de Cindy. Ouais. Et là, on a une nouvelle petite séquence de discussion où la relation continue de se nouer doucement avec Cindy. Et donc John parle un peu plus de sa fille, il lui montre une photo. Et là, Cindy, elle pose une question que peut-être tu te poses depuis le début du film. Elle est où, la mère de Jenny? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Bah ouais. Et John, il répond qu'elle est morte en couche. Ah putain. Pendant que John était au Laos. Okay. Et depuis ce jour, il s'est promis d'élever Jenny tout seul, mais, je cite, quand elle avait 3 ans, il était au Liban. Quand elle était à l'école, il était en Angola. Et quand elle a eu la rougeole, il était au Pakistan. Il a roulé sa bosse. Exactement. Il a beaucoup voyagé. Et donc Cindy, elle pose la question. Bien occupé d'elle. Ouais, non. Mauvais père, jusqu'à la glace sur le nez. qui finalement pense il toutes les blessures. Tout, ouais. Et Cindy, elle demande c'était quoi comme genre de mission, quoi, finalement. Et il répond, tu préfères ne pas le savoir. D'ailleurs, moi-même, j'aimerais ne pas le savoir. Oh là là. Mais maintenant, c'est du passé, il n'y a plus que Jenny qui compte. Si on arrive à la retrouver, en temps voulu. C'est la loose, quoi. De ne pas l'avoir vu grandir et de l'avoir vu mourir à 12 ans. Ouais. D'ailleurs, pendant ce temps, Jenny est toujours avec Bennett et le général Arius. Ils sont en bateau, ils sont en train d'accoster sur une île. Et sur cette île, il y a une super grande villa, très luxueuse, dans laquelle ils emmènent Jenny. Okay. Et ils l'enferment dans une grande pièce vide dont les fenêtres Elle est que silencieuse, elle n'a pas un côté un peu rebelle. Pour l'instant, elle n'a pas fait grand-chose, ouais. Mais voilà, donc elle va être enfermée toute seule dans une pièce, dont les fenêtres sont scellées avec des planches en bois. Et voilà, ils ferment la porte à clé, évidemment. Pendant ce temps, John et Cindy arrivent devant le motel, où se trouve apparemment Cook. John y regarde sa montre, il lui reste 7h57. John sort de la voiture et Cindy veut le suivre. Elle veut l'aider maintenant. Donc potentiellement... toute l'histoire avec sa fille et tout ça a dû la... Ouais, l'attendrir. Elle voit plus qu'un papa qui veut sauver sa fille finalement, et pas le gros mec qui l'a menacé tout à l'heure. Ce qui est d'ailleurs la matrice de plein de films d'action qu'il y a eu derrière, les Taken... Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y en a eu avant un film comme ça, mais effectivement, c'est un proto-Taken. Ouais. Bref, donc on entre dans la chambre du motel et il n'y a personne. Cook n'est pas là. Il commence à fouiller l'intérieur, il trouve rien, et là on voit un mec en décapotable se garer sur le parking. C'est l'un des méchants du début, c'est Bill Duke, celui qui avait la télécommande, qui a fait exploser le bateau. Donc c'est lui, Cook, et John, évidemment, il le sent arriver. Donc peut-être qu'il entend aussi juste la décapotable dehors. Oui. Mais en tout cas, il sent qu'il y a un truc, et il a une idée. Il fait un truc pas cool, il écarte le chemisier de Cindy, ça lui fait péter un bouton, le bouton du haut. Et il lui demande de faire semblant qu'elle vient de coucher avec Sully. Et lui, il se cache derrière la porte. Cook entre, et en fait, le leurre
que vient d'inventer Arnold n'a pas trop d'intérêt parce qu'en fait, il pète la gueule de Cook direct. En fait. Il y a une énorme scène de baston et là, effectivement, c'est le genre de scène que je peux pas trop te raconter, mais ce qu'il faut retenir de cette scène, c'est une scène à punchline. D'accord. Donc, ils se mettent un coup et puis ils se balancent des invectives du genre Cook lui dit « Je suis un béret vert, je vais te botter le cul » et John répond « Moi, des bérets verts, j'en bouffe 2 à chaque petit-déj. » Et justement, là, j'ai très faim. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a Cindy en arrière-plan et qui réagit en fait à ce qu'ils disent en disant mais c'est quoi ces trucs de macho là, faut arrêter la viande les mecs. Et donc il y a quand même pas mal de recul sur les actionneurs. C'est ce qui fait aussi le sel de ce film, c'est que c'est un film qui réfléchit sur les actionneurs. Un petit peu méta. Okay. Donc voilà, baston et Cook qui finit par s'empaler sur un élément de mobilier que j'ai pas trop identifié finalement. Il y a un gros pic en plein milieu du truc. Et ça, c'est des choses qui arrivent quand tu te bagarres. Ça lui traverse le corps de part en part. Donc il est mort. Dead. John le fouille et trouve une clé. C'est la clé de sa voiture cette fois-ci. Et donc voilà, il laisse le pauvre Cook et part inspecter sa voiture avec Cindy. Et dans la boîte à gants, c'est Cindy qui trouve un papier. C'est une facture d'un dépôt de fuel pour avion. Et Cindy sait que c'est pour les particuliers. Elle connaît parce que c'est là où va son instructeur de vol. Okay. Et la facture est à l'ordre de Patria Enterprises. Okay. Voilà, je le dis parce qu'on va bientôt y aller. Mais donc juste Cindy, elle sait piloter? Bah, je pense qu'elle veut passer j'en sais rien. Ok, on verra. On verra si ça sert à quelque chose. On verra peut-être. Ok. Et donc John, il se dit que Patria Enterprises, c'est sûrement un hangar dans lequel Arius a un avion. Donc ils repartent avec la voiture de Cook. Ils arrivent dans les locaux de Patria Enterprises. Et John, il a l'impression que c'est là où ils étaient quand il s'est fait enlever. Ok. Il demande à Cindy d'attendre son signal dehors. Et il entre dans le hangar de Patria Enterprises. Et là, il n'y a pas d'avion. Mais il y a plein de gens qui sont en train de s'affairer autour de tout un stock d'armement. Okay. Il y a des obus, il y a des chars, il y a tout un tas de trucs, mais pas d'avion. Il y a des bureaux dans cet entrepôt, et donc John il y va. Il en profite pour péter la gueule d'un mec et le ranger dans un placard. C'est sa façon de faire. La base. Il y a une fenêtre où il appelle Cindy, il la fait entrer par la fenêtre. Et là, sur le bureau du bureau, il y a des cartes géographiques qui sont posées. Okay. Et il y a des coordonnées sur un document. Et avec les coordonnées, il trouve une île au large de Santa Barbara. Ok. Donc il se dit, c'est sûrement là que Jenny était emmenée. Et il y a aussi la photo d'un hydravion qui est là. Et il se dit, bah, c'est sûrement avec cet hydravion qu'ils vont sur l'île. Ils ont quand même laissé pas mal d'indices. C'est toujours une petite photo de ton moyen de transport. Exactement. Au cas où. Et ils arrivent à recouper les infos avec la facture qu'ils ont pour savoir où est garé l'hydravion. Alors, j'ai pas très bien compris, mais il y a une histoire de quantité de kérosène qu'ils ont acheté qui est écrit sur la facture. Et donc, ils calculent qu'ils vont mettre du coup 2 heures pour y aller et que ça démarre de tel endroit. Ok, ouais, bon. Bon, on s'en fout un peu. Pas très grave, ouais. Donc, ils vont aller à cet endroit. Pour ça, ils reprennent la voiture de Cook. Mais d'abord, John dit qu'avant toute chose, il doit faire du shopping. Qu'est-ce qu'il va acheter, d'après toi? Des armes? Ouais. Bien sûr. Un peu plus loin, donc il s'arrête devant une gigantesque armurerie. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un supermarché, le truc. Et par chance, juste à côté, il y a un petit caddie et il met des bazookas dedans. Il y a un caddie, effectivement. Ouais. Ça, c'est bien. Il y a vraiment un caddie. Et juste à côté, il y a une casse où John récupère un tractopelle pour emboutir la façade, parce que c'est une énorme baie vitrée, hein, comme dans un supermarché. Et évidemment, là, il récupère toutes les armes qu'il peut et tous les accessoires qu'il peut. Donc un treillis, un gilet pare-balles, des couteaux. Attends, mais pourquoi il pouvait pas payer normalement comme un client On est en pleine nuit. Peut-être que j'ai oublié de... c'est la nuit. Okay. Oui, parce qu'en fait, depuis qu'ils sont sortis du centre commercial, c'est la nuit et on est un film à compte à rebours, donc c'est presque... Enfin, c'est pas en temps réel, mais voilà. Très bien. Il y a personne. Non, bah ok, tout est legit. Je me disais pourquoi pas. En plein jour, pourquoi pas acheter. Ok, c'est la nuit, c'est clair, c'est logique. Et vraiment, il prend beaucoup de matos, donc ça lui aura coûté très 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 cher. Oui, mais bon, il a sûrement une carte de fidélité. Et d'ailleurs, il connaît très bien l'endroit parce qu'il se dirige très vite vers une sorte de réserve où se trouvent tous les gros guns. Ok. Et donc là, il prend tout ce qu'il peut, des flingues, des munitions, des grenades. Cette fois-ci, un lance-roquette. Et justement, il y a un caddie et c'est Cindy qui récupère le matos. Je vais le dire maintenant, il y a un truc qui me chagrine depuis le début. Le film s'appelle Commando. Un commando, est-ce que c'est pas plusieurs personnes, normalement? Très bonne question. Voilà. Je voulais juste mettre ça sur la table. C'est que tu pensais qu'il y avait un commando et en fait, il y a un commando d'une personne. Ouais.
Intéressant. Ou une personne et demie, parce qu'il y a Cindy qui l'aide. Est-ce qu'elle porte un peu des munitions Là, justement, elle a un chariot. Et elle met le matos dans le chariot, pendant que John, il choisit les trucs qu'il faut, parce qu'il est expert. Et donc, elle prend le chariot, elle l'emmène un peu plus loin, et lui, il continue à récupérer des flics sur lui. Quoi. Voilà, ils font des courses pour un week-end, quoi. Malheureusement, John sort de la réserve et il tombe nez à nez sur les flics, qui ont dû être alertés par le fait qu'il a défoncé la baie vitrée avec un tractopelle. Et il se fait arrêter. Là, il oppose pas de résistance. Il se fait emmener dans une fourgonnette. Il regarde sa montre, il reste 5h02. Heureusement, Cindy, elle a réussi à se planquer, elle ne s'est pas fait repérer avec le petit caddie. Dans la fourgonnette, John, il demande aux flics d'appeler le général Kirby, il essaie de parlementer, mais les mecs se foutent de sa gueule, ils le croient pas. Voilà. C'est vraiment des cons, ces gars, d'ailleurs. Enfin, ils sont caractérisés comme des cons. Et d'ailleurs, à un feu, il s'arrête au feu. Et il y a Cindy qui arrive juste à côté en décapotable, au feu. Et il commence à la draguer très très lourdement. Il jetait un regard lubrique dégueulasse, encore pire que celui tout à l'heure. Il la traite de pute à moitié devant elle et tout. C'est des énormes beaufs. Le feu passe au vert, il passe. Et Cindy, elle, s'arrête. Que va faire Cindy ? Elle va sortir une arme. Et elle va... Quelle arme ? La défourailler. Qu'est-ce que tu choisirais ? On peut enfin utiliser un lance-roquette. Eh bien oui, elle sort le lance-roquette, Cindy. Yes. Ça y est. Et elle tire sur la fourgonnette. allez, let's go. Alors seulement, évidemment, elle le tient à l'envers. Et donc, la roquette, finalement, part dans l'autre sens et explose une cabine téléphonique qui se trouvait de l'autre côté. Il n'y avait personne dedans, heureusement. Donc là, ça alerte quand même les flics, parce qu'ils entendent un gros bruit derrière. Mais elle a le temps de remettre le lance-roquette dans l'autre sens. Et cette fois-ci, elle tire vraiment sur la fourgonnette. Et la voiture, elle fait un tonneau, elle explose. Et John arrive à sortir par l'arrière. Oui, bah oui. Voilà. Je m'inquiétais pas pour John. Voilà. Et les flics, je pense, ils sont un peu sonnés, mais on n'entend plus parler. Et donc John monte dans la décapotable et il demande à Cindy où est-ce que vous avez appris à vous servir de ce truc. Et elle répond j'ai lu le mode d'emploi. Donc elle est forte en lecture. Elle l'a pas très bien lu. Donc on revient avec Bennett et Arius qui sont dans la villa. Ils parlent de Matrix. Et Arius, il s'inquiète. De Matrix, pas du film Matrix qui sortira quelques années plus tard. Oui, c'est une petite conversation ciné, voilà, parce que ils attendent qu'il arrive au Valverde et ils disent que c'est dans 2 heures. Et Arius, il se demande quand même si John va pas poser des problèmes, parce qu'il a eu affaire à lui, c'est qu'il est récalcitrant. Si, il savait. Ouais. Et Bennett lui répond, il fera tout ce qu'on lui dira tant qu'il croit qu'on va lui rendre sa fille. Wow. Bennett, c'est un vrai salaud, quoi. Pendant ce temps, John et Cindy ils arrivent au port où se trouve l'hydravion. Ils ont bien quadrillé le truc. Effectivement, il est là. Ils ont leur sac bien rempli de munitions. Ils montent dans l'avion et là, des mecs en jeep débarquent et commencent à les mitrailler. John, il a des armes, donc il leur tire dessus, évidemment, il les tue. Enfin, il les tue pas tous, mais en tout cas, c'est la panique. Cindy, elle essaie de faire démarrer l'hydravion, mais elle n'y arrive pas. C'est vraiment un vieux truc, un vieux coucou. Elle demande à John de l'aider. Il va vers la commande et il met un gros coup de poing sur le tableau de bord. Ça fait démarrer l'avion. Il dit, ça marche à tous les coups. Et voilà, il décolle. Donc, ils arrivent à se sortir du mitraillage des mecs en jeep. Et qui c'est qui pilote, là ? Là, c'est Cindy qui pilote. J'avais bien repéré tout à l'heure que c'était pratique. Ouais. Remarque, elle est... Attends, j'ai un doute. Elle est hôtesse de l'air. Ouais. C'est une hôtesse de l'air, peut-être, qui espère une reconversion avec ses points CPF. C'est relou. Elle pourrait upgrader et devenir pilote. Ouais. Je sais pas combien de temps. Vas-y, Cindy. On te soutient à fond dans ta démarche. Et en plus, elle a une idée sympa. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils essaient d'appeler Kirby, mais ils tombent sur les gardes-côtes. Le mec est joué par Bill Paxton. Il a un tout petit rôle, comme dans Terminator, où il a un tout petit rôle. Et qui leur dit, vous êtes dans une zone à risque, vous allez vous faire mitrailler, faites gaffe. Parce qu'ils sont à proximité de la fameuse île tenue par le Valverde. Et elle a l'idée de voler je sais pas si on dit en razmot au-dessus de l'eau, parce que du coup, ils seront pas repérés par les radars. Donc voilà, elle connaît pas mal de trucs quand même. Pendant ce temps, Kirby, lui, il est à l'armurerie qui a été pillée par John. Et en fait, Kirby, il suit un peu le sillon de John un peu partout. Il découvre des trucs à chaque fois. Et là, il prend des décisions. Il demande à tous ses hommes que la police fédérale surveille toutes les voies aériennes et maritimes.
Et donc là, il y a un mec qui est étonné, qui demande « Mais vous vous attendez à quoi ?» Et il répond « La Troisième Guerre mondiale. » Il est assez dramatique quand même, Kirby, mais bon, c'est vrai qu'il se passe des trucs assez violents. Assez fou. Pendant ce temps, Jenny, elle est toujours enfermée dans sa pièce télé. Et effectivement, c'est la fille de son papa, donc elle essaie de se sortir de la situation. Et elle récupère la poignée d'une porte. Okay. Et elle commence à essayer d'entamer les planches de bois qui scellent la fenêtre. Il y a un petit interstice et elle essaie de gratter dans le truc. D'accord. C'est pas super efficace, mais bon, c'est mieux que rien. Elle essaie. Ok. Là, John et Cindy, ils arrivent aux abords de l'île avec l'hydravion. C'est le petit matin, ça y est, c'est plus la nuit. Ok. Et il y a une petite transition marrante. On voit l'hydravion qui amérit et au même moment, on voit l'avion de ligne qui atterrit au Val-Verde. C'est synchro. C'est la fin du compte à rebours. Et on voit l'intérieur de l'avion. Enriquez avec son chapeau, et son chapeau tombe. Et Enriquez est toujours mort. Il est tout gris, il a un filet de sang dégueulasse. Voilà, donc le compte à rebours est terminé. Ouais. John, lui, il est sur un canot, en slip, à la sortie de l'hydravion. Okay. Et il est en train de charger tout son arsenal dans le canot. Et Cindy, elle va rester à l'hydravion. John lui donne ses instructions. Elle doit attendre dans l'avion, donc, et envoyer le message « Commando Kirby Code Red » avec les coordonnées au moment où John sera arrivé à la rencontre des méchants. Okay. Donc, commando, c'est aussi ça. Ouais. Et elle dit « Mais comment je saurais ?» Et il dit « L'enfer va se déchaîner. » Wow. All the fucking hell is gonna break loose. Donc John, il accoste sur l'île avec son canot, il y a un petit plan... J'imagine Tintin et l'île Noire, un peu. Ah non, c'est plus une île un peu type paradisiaque, avec des palmiers. Il n'y a pas de mouettes. Et donc il sort tout son arsenal, et on assiste à une séquence assez culte dans le film, peut-être inspirée de Leni Riefenstahl, une séquence de Gear Up, où il met tout son attirail, donc il noue ses chaussures, il enfile son pare-balles, des gros plans et tout. Voilà, des gros plans, il remonte son zip, il accroche ses baudriers, il se fait un camouflage militaire avec ce qu'on voit sur l'affiche du film. Je pense que j'ai déjà vu cette séquence. Et il met son lance-roquette en bandoulière. Et donc il est prêt à en découdre. À déchaîner les enfers. Et fun fact, Arnold, il s'est blessé une seule fois pendant le tournage de ce film. Et il s'est blessé dans la séquence dont je viens de te parler. Il voulait à tout prix que... il s'est coincé une couille dans la fermeture éclair. Presque. Enfin, si ça se trouve, c'est ça qui s'est passé, mais c'est pas ça qu'il raconte. Mais voilà, il voulait absolument qu'on voit son corps à lui dans les gros plans et pas ceux de cascadeur. Et donc, à un moment donné, il a ripé en glissant un couteau dans un étui et s'est ouvert la main. Okay. Donc, il s'est fait recoudre. C'est les risques du métier. Mais cette séquence, elle était importante. Ouais, c'est une séquence très, très belle, ouais. Même pour lui, en fait, elle est importante pour le film, mais c'est aussi, ça crée sa légende. Ouais, et puis c'est pas mal foutu pour un réal qui est vraiment pas très connu. Même Mark Lester, là. Alors, il est prêt, il y va. Ouais. Donc, il sort ses jumelles, il commence à observer au loin ce qui se passe. Il y a une sorte de base militaire sur l'île, en fait, qu'on n'a pas encore vue. Et il y a vraiment beaucoup d'hommes sur cette base. Il y a garde aux jumelles, et on voit, je pense, une 50aine d'hommes. Et donc, ils se rapprochent, évidemment, prudemment. Et on a une séquence de montage alterné, donc avec ces plans où Matrix se rapproche de la base, et des hommes du général Arius au Val-Verde qui attendent à la sortie de l'avion, qui descendent avec Enriquez, mais évidemment, il ne descendra jamais. Donc, ils décident d'appeler le général Arius pour le prévenir. Pendant ce temps, John, il est arrivé à l'entrée de la base militaire et il commence à déposer des charges au pied des bâtiments. D'accord. Là, il y a un garde qui passe et il l'assassine au couteau en plein cœur. Donc, il va commencer, ça va être un carnage, je préviens tout de suite. Et il commence petit à petit. Donc, la première arme, c'est un couteau. Okay. Dans la villa, le général Arius vient d'être informé et il donne l'info à Bennett que Matrix n'était pas dans l'avion et il lui ordonne de tuer la fille. Oula. Retour à John, il continue à tuer des gardes au couteau, mais à chaque fois d'une manière différente. Donc, il y en a un qui se fait égorger. À un moment donné, il a une espèce de petit lance-couteau électrique. J'avais jamais vu ça dans un film. Et ça envoie un couteau, c'est super. Okay. Il sort sa mitraillette pour buter un mec dans un mirador parce qu'au couteau, ça marche pas. Et voilà, il y a des milliards de mecs qui arrivent. Il les mitraille tous. Ensuite, il sort une petite télécommande. Il appuie sur un bouton et ça fait exploser tous les bâtiments autour de lui. Ouais. Pendant ce temps, on voit Bennett dans la villa qui a sorti son couteau. Il longe les couloirs et il entend que ça fait du bruit dehors. Et il est ravi.
Il fait un super grand sourire, il caresse son couteau en disant « Welcome back, John ». Il y a un peu ouais, il est excité par le retour de John. Et il va vers la pièce où est enfermée Jenny, parce que quand même, il est là pour la tuer. Il voit qu'il n'y a plus de poignée à la porte. Il entre. Jenny n'est plus là. Les planches sont cassées sur Bien la joué. fenêtre. Voilà. Il va à la fenêtre et il voit que Jenny est en train de s'enfuir. En fait, ça fait pas longtemps qu'elle s'est échappée. Donc, il commence à la poursuivre. Pendant ce temps, John, il continue à mitrailler à tout va. Il commence à utiliser son lance-roquette. Ça pète dans tous les sens. Clairement, on peut dire que l'enfer est en train de se déchaîner. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment de déclencher le code rouge commando. Donc, Cindy déclenche le code rouge. Elle essaie de contacter Kirby et elle y arrive. On voit le bureau de Kirby et sa secrétaire qui lui dit qu'ils ont reçu un message radio. John, là, il arrive au niveau de la villa. Okay. Donc, le level base militaire, c'est complétise. Maintenant, on passe au 2e niveau. Donc là aussi, il y a un nombre infini de mecs qui débarquent sur lui. Ouais. Il mitraille, il balance des grenades et tout. C'est pas mal parce que ça se passe dans le jardin de la fameuse villa. Okay. Donc, il y a une roseraie avec plein de fleurs. Il y a de la verdure, il y a des pots en marbre. C'est assez beau. Et à un moment donné, il prend quand même un éclat de grenade. Il vient de tuer 50 mecs. Donc voilà, c'est quand même un mec faillible. Donc il entre dans un petit cabanon de jardin pour s'inspecter. Et bon, c'est une petite égratignure, il s'en fout un peu. Mais il en profite dans le cabanon pour voir ce qu'il peut utiliser pour tuer des gens. Okay. Donc il y a des fourches, il y a des haches, il y a une machette, il y a une scie circulaire aussi. Et pendant ce temps, on voit qu'il y a des mecs qui ont vu qu'il était dans le cabanon et qui ont encerclé tout le cabanon. Il est cerné. Ouais. Comme on dit. Et les mecs mitraillent le cabanon dans tous les sens. Il n'y a plus 1 cm² du cabanon qui n'est pas criblé de trous. Donc on se dit, John Matrix est certainement mort. Hein. Bah oui, ça y est, c'est la fin du film. Mais non, un mec rentre dans le cabanon pour voir et il n'est plus là, John Matrix. Où est-il parti ? Ouais, alors je te pose la question, où est-ce qu'il est, John ? Comment tu peux sortir d'un cabanon C'est assez classique ce qu'il a fait. Hein. Alors peut-être que c'est l'une des premières fois. Eh ben non. En fait, le mec qui vient de rentrer, il s'est fait tuer par une fourche qui est venue du plafond. John, il s'était caché au plafond. Ah oui. Un peu comme Spider-Man. Ils n'avaient pas tiré en haut, quoi. Ouais. Okay. Et il était caché là, voilà. Il commence à balancer au mec des roues de scie circulaire dans la gueule. D'accord. Il coupe le mec d'un bras avec une machette. Il coupe le bras d'un mec. Ouais. J'ai dit quoi ? T'as dit il coupe le mec d'un bras. Ah oui, j'ai écrit ça un peu. Après, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que le bras a perdu son mec. Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette scène, Schwarzenegger avait une idée de mise en scène. Il a coupé le bras d'un mec avec une machette. Ouais. Et il voulait prendre son bras et le gifler avec son bras. Pas mal. Mais en fait, ils se sont dit, c'est too much. Ils voulaient le faire. D'accord. Non, ils n'ont pas retenu l'idée. Mais on peut tout imaginer comme on est en train de te raconter le film. Là, dans ta version, il le fait. C'est très bien. Exactement. Et en fait, il y a une version Director's Cut. C'est celle que je te raconte. Je pense qu'il n'y avait pas le bras coupé dans la version initiale. Ouais. Ça a l'air assez gore, hein, globalement. C'est musclé, ouais. Ok. Il y a plein de morts, ouais. En tout cas, bon voilà, il y a le petit passage du cabanon avec les outils du cabanon, et puis il reprend sa mitraillette et il continue à buter tout le monde. Pendant ce temps, Jenny, elle est toujours poursuivie par Bennett. Et elle va à la cave, elle arrive dans une cave où il y a des grosses machines, genre chaudière, ventilation, des trucs qui fument, des postes électriques. C'est un très, très gros sous-sol, très vaste sous-sol. Ça crée une poursuite un petit peu longue avec des recoins et tout. Donc Bennett, il est derrière avec son couteau. Il a vraiment envie de la tuer. Et dans le jardin, donc ça continue à mitrailler à mort. Et d'après les bonus du Blu-ray, j'ai appris qu'il tue 81 personnes dans le film. Pas mal. Qui est le record pour Schwarzenegger. Ok. Et pendant que ça mitraille, je te propose de respirer un peu en faisant une petite parenthèse parce qu'on est un peu tendu là, je sais pas toi, mais moi je suis mal. Ok. La réception du film, qui a plutôt bien marché aux États-Unis, qui a fait 60 millions de dollars de recettes pour 10 millions de dollars de budget, ce qui est vraiment pas mal. Après, dans la moyenne des films de Schwarzenegger, c'est pas une énorme recette puisque c'est l'un des premiers films qu'il a fait. Qu'il a lancé, quoi. Mais en me renseignant sur le film, je me suis rendu compte que c'est un film qui avait très très bien marché en France. Okay. C'est le 4e plus gros succès de la carrière de Schwarzenegger au box-office français, avec 2 574 000 entrées. Donc, petit jeu. À ton avis, quels sont les 3 films qui surclassent Commando au box-office français ? 3 films avec Schwarzenegger. De sa filmographie. De sa filmo, ouais. Il y en a 35, si je compte les rôles importants. Bah, je dirais Terminator 2, c'est le plus gros succès. 6 millions d'entrées, c'est son plus gros succès.
pense pas que... Ah si, peut-être Total Recall, c'est quand même un gros succès. Total Recall est 5e. À 5e. 2,3 millions. Bah, après, si True Lies, ça doit être dans le top. Bah, pas tant. Ah non. 9e. 1 888 000 entrées. Ok. Lies. Il y a un film des années 80. Ouais. Et il y a un film des années 2000, je pense. Après, il y en a peut-être d'autres de la saga Terminator. Tu dirais lequel, du coup? Terminator 3. Ouais. C'est le 2e. 3 300 000 entrées. Tous les trucs genre un flic à la maternelle, machin, ça a pas... 8e. 1 900 000 entrées. T'as Expendables 2 en 7e. Ah oui, 1 900 000. Expendables aussi, des trucs plus récents. Last Action Hero 10e. 1 800 000. Ouais. Mais donc il me manque le 3e. Ouais, mais en fait, tu l'as dit, le 3e, c'est Terminator. Ah oui, d'accord. En fait, le top 3, c'est les Terminator. En fait, la plupart de ces films font plus d'1 million d'entrées, quand même, ce qui est pas mal. Mais ouais, des trucs comme Last Action Hero, Total Recall, c'est pas mieux que Commando, quoi. Et Predator, c'est assez bas, du coup. Ouais, Predator, 1,4 million, 14e. Ok. Mais son plus gros flop, c'est Cactus Jack. J'ai jamais entendu parler. 20 000 entrées. Mais c'est son premier film, et c'est un film incroyable. C'est une sorte d'adaptation en live motion de Bip Bip et Coyote, avec Kirk Douglas qui joue le méchant. Waouh. C'est nul à chier, mais c'est vraiment une curiosité. Ouais, ça vaut le coup d'être vu. Ok. On va donc pouvoir revenir au film. Ouais. Donc pendant qu'on parlait, Matrix a tué 81 personnes, hein, comme on disait, et il est entré dans la villa. Et il continue... non, il n'a pas tué les 81 personnes. Oui, je me dis, il en reste quelques-uns à tuer encore, je pense. Oui, c'est vrai. Oui, il en reste quelques-uns. Et il continue effectivement à tuer, et tout en cherchant Jenny dans toutes les pièces de la villa, qui est toujours poursuivie par Bennett dans la cave. Yes. Et justement, pendant ce temps, il y a le général Arius qui l'a repéré, qui commence à le mitrailler lui aussi. Wow. Parce que c'est un ex-chef d'État, mais un peu badass, quoi. Ok. Voilà, donc il y a un échange de feu nourri. Ça dure 2-3 minutes. Mais Matrix est trop fort. Il tue le général Arius. Ok. Voilà. Donc, ça c'est fait. Un de plus au body count. Et à ce moment-là, John entend la voix de Jenny qui appelle papa. Ah. Opportunément, parce que dans une poursuite comme ça, il n'y a pas trop de raison de le faire. Mais en tout cas, il l'entend. Ça vient de la cave. Oui, parce qu'elle sait même, peut-être elle l'a entendu à sa manière de tirer des balles. Ah oui. Elle a reconnu sa signature. Elle a entendu l'enfer qui se déchaîne aussi. Elle s'est dit, c'est papa ça. Ouais. Donc John court vers le sous-sol au moment où Bennett arrive à mettre la main sur Jenny. John arrive dans la cave, Bennett le voit arriver de dos, et comme c'est un énorme connard, il lui tire dans le dos. Et il atteint son épaule. Okay. Donc John, il va vite se cacher derrière un poteau. Bennett le nargue, il a sa fille dans ses bras, et il lui dit « Je vais te mettre une balle entre les deux yeux, simple, rapide. Tu vas pas souffrir comme au bon vieux temps. » Et là, John, il essaie de convaincre Bennett quand même de relâcher sa fille. Il lui dit « C'est moi que tu veux, et en plus j'ai qu'un seul bras, donc tu peux me battre. Vas-y, je te propose un truc, un vrai duel, au couteau. » Et là, il a un argument massu. Il lui dit « Comme ça, tu pourras enfoncer ton couteau dans ma chair, me regarder dans les yeux quand tu tourneras la lame. » Et là, on sent que l'argument... Il y a un petit truc homo-érotique. Ouais, et Bennett, il a les yeux qui frisent là. Effectivement, on sent que ça l'excite, cette idée. Ouais. Surtout que John insiste, il dit « C'est entre toi et moi, ne te prive pas de ce plaisir. Come on, Bennett, let's party. » Donc clairement, il lui propose de faire la fête. Donc là, Bennett, il est convaincu, il dit « Voilà, je peux te battre, j'ai pas besoin de ta fille. » Donc il la jette un peu plus loin. « J'ai pas besoin d'un flingue non plus. » Et là, ça part en combat, au corps à corps, couteau contre couteau. Et ça part plutôt mal pour John. Tout de suite, Bennett, il arrive à lui mettre un coup dans l'abdomen. Rappelons qu'il est torse nu, Schwarzenegger. Et qu'il a déjà une balle dans l'épaule, quoi. Ouais, ça fait un gros scratch tout le long du truc. Oh. Ouais. Et là, Bennett le chambre un peu, il dit « Tu commences à te faire vieux, John. » Et là, John lui répond coup pour coup. Il lui fout un coup de couteau au poignet, un partout, balle au centre. Et ça va être un peu ça pendant tout le combat. Okay. C'est l'un reprend le dessus, etc. À un moment donné, ils finissent par perdre leur couteau, donc ils trouvent des objets un peu par-ci par-là, un tuyau, une paroi de chaudière, etc. Et à un moment donné, il y a une sorte d'énorme condensateur dans le fond, et John, il balance Bennett sur le condensateur qui se fait électrocuter de manière assez flamboyante. Mais bizarrement, ça le tue pas, ça lui redonne du poil de la bête. Ah, ça c'est toujours piégeux. Il lui balance 2-3 mawashi, donc il reprend le dessus, mais finalement John arrive à lui aussi reprendre le dessus. C'est un peu relou. Même Bennett, il trouve que c'est un peu relou. Donc il récupère son arme et il a envie d'en finir. Et il lui dit finalement, je vais pas viser tes yeux,
je vais te tirer dans les couilles. Et Bennett adore balancer des punchlines comme ça, et c'est ça qui va le perdre. Qui va le perdre, bah oui. Parce que Arnold, il a le temps d'arracher un énorme tuyau de canalisation et il le jette sur Bennett, pas dans la tête quand même, mais en pleine poitrine, et ça traverse le corps de Bennett de part en part. Ah ouais. Et ça va se planter, ça le cloue dans une chaudière juste derrière. Ah ouais. Avec de la fumée un peu. De la vapeur. Justement, on a une image très très graphique où tu as Bennett cloué à la chaudière, le gros tuyau, toujours un petit peu peut-être le sous-entendu phallique, et de la fumée qui sort du tuyau. C'est l'orgasme. C'est assez beau, ouais. Et là, John, il peut pas s'empêcher de lâcher une punchline qui est pas facile à traduire en français. Il dit « Let off some steam, Bennett ». Ouais. Voilà, donc dans la VF, il dit un truc... D'ailleurs, je te demande comment t'aurais traduit ça en VF. J'ai essayé de trouver quelque chose de mieux, mais c'était pas en fait, c'est difficile d'avoir le côté... lâche la pression, quoi. Ouais, lâche la pression, Bennett. En VF, ils disent crache ta vapeur, sale pourriture. Ils disent même pas le prénom, quoi. Et c'était avant les vapoteuses. Ouais, ça aurait encore mieux marché aujourd'hui, ouais. Crache ta vapeur, sale pourriture. Ça, c'est à replacer chez vous. Ouais. Quelqu'un qui vapote un peu trop. Je pense que depuis des dizaines d'années, les gens le replacent régulièrement, parce que je pense que c'est devenu culte en VF. Ah là là. Donc c'est quand même la fin de Bennett, de la vie de Bennett, et donc c'est un peu la fin de l'histoire. Ouais. Là, on se retrouve avec Kirby qui arrive sur l'île avec des hélicoptères. On voit un peu tard, comme d'habitude. Et là, on voit John qui débarque sur la plage, torse nu. Il porte Jenny d'une seule main sur son bras. Kirby lui dit « Tu nous as laissé quelque chose ?» Et il répond « Juste des corps ». C'est du John Matrix tout craché. Et Kirby, ça le convainc de lui proposer de reprendre son unité, parce que quand même, un mec comme ça, ils en ont besoin. C'est du solide. Et là, John répond, et il tient toujours Jenny contre lui, il dit « C'était la dernière fois ». Et la musique démarre. La musique de James Horner. John, il part vers l'hydravion avec Jenny. On voit Cindy qui sort de l'hydravion. Kirby se retourne, il fait un petit sourire espiègle et il dit « Jusqu'à la prochaine fois ». Et là, magnifique. John, il se retourne à son tour, il regarde Kirby, puis il regarde Cindy, puis il re-regarde Kirby et il dit « No chance ». Là, Kirby regarde John monter dans l'hydravion, impuissant, avec Jenny et Cindy. Ouais. L'hydravion décolle. On se demande si c'est pas le début d'une belle histoire d'amour, voire une histoire de famille recomposée. Mm-hmm. Mais on ne saura jamais parce que le générique commence à défiler et le film est terminé. Superbe. Ouais, je te laisse reprendre tes esprits, peut-être. Ouais, non, mais pas mal. C'est vraiment là, on est à la lettre dans l'ambiance de l'actionneur des années 80 et avec tout ce qu'il faut de punchline. Donc clairement, ça donne envie de voir le film parce que toutes les scènes d'action, je pense que c'est vraiment... Tu les as pas vues, ouais. Voilà. Tu les as entendues. Je m'interroge quand même, notamment sur les relations avec les personnages féminins qui ont l'air quand même assez éteints, même si, de ce que tu m'as un peu expliqué, la relation avec Cindy, il peut y avoir des dialogues un peu sympas. Mais il n'y a pas beaucoup plus que ce que je t'ai raconté. Ouais, voilà. C'est intéressant parce que c'est une sorte de wing woman finalement. C'est Comic Relief qui est un personnage féminin et qui fait des commentaires sur la bourrinitude des gars qu'elle voit. Ouais. Mais oui, ça reste un film des années 80 qui est là pour péter des gueules et t'en mettre plein la vue. Ouais. J'aime assez qu'il n'y ait jamais aucune négociation possible parce que tu parlais de Rambo au début, mais Rambo il a quand même il essaie de négocier quand même un peu. Après, c'est pas tout à fait la même histoire. Ça dépend des épisodes de Rambo. Enfin, ça devient peut-être de plus en plus bourrin. Le premier, il est très... c'est même assez fin, assez émotionnel, politique, plein de trucs. Ouais, là, il y a un truc... il y a un côté jouissif de voir le personnage tout exploser tout le temps. Et je pense que c'est vraiment l'objectif avoué. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est un film vraiment très... Et beaucoup de testostérone. Très décomplexé, ouais. Beaucoup en mode, ouais, je mets mes couilles sur ton nez. Très bonne punchline. Dommage qu'il ne l'ait pas mis, ouais. Ok, merci de m'avoir raconté Commando. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Calmos le podcast. Tous les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. Juste avant de partir, on vous signale que le podcast fait une petite pause pendant les vacances d'été.
Donc c'est le moment ou jamais pour nous dire ce que vous avez pensé des 10 premiers épisodes en laissant un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suggérer des films ou des invités que vous aimeriez voir passer dans le podcast. En tout cas, on est très intéressés par vos feedbacks en tout genre. En attendant de lire tout ça, nous on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à bientôt.